dans une lutte simplement sur la question de la collecte des données, parce que ça commence par là, ou de la puissance de calcul. Il y a deux sujets dans ces choses-là, non. Nous passons notre temps à nous demander à faire des directives sur le harcèlement. J'ai rien pour le harcèlement, c'est très bien de faire des directives, ça consomme un temps infini dans les instances européennes. Je parle du harcèlement, je pourrais parler de beaucoup d'autres choses, la puissance des ampoules, enfin, des sujets évidemment tout à fait substantiels et importants, mais on voit bien que au niveau de réflexion nécessaire pour engager et orienter les politiques publiques, eh bien, mesdames et messieurs, je suis en train de vous dire que je ne vois pas que ces différents sujets soient traités, au fond, librement et en vérité. Et je voudrais vous dire très directement que si jamais j'avais trouvé, nous avions trouvé, au Parti chrétien-démocrate, un candidat qui assume ces différents sujets, au fond, librement et en vérité, croyez-moi, j'ai beaucoup d'autres choses à faire dans mon existence que d'aller faire une campagne primaire. Et si j'avais pu m'en passer, en dépit du plaisir que procure une campagne pour le bagarreur que je suis, que j'ai été dans un passé lointain et qui est prescrit désormais, franchement, je ne l'aurais pas fait. Il était beaucoup plus simple de soutenir ce candidat qui eût porté à la fois la vision qui nous est chère, avec la constance, le courage et la précision qui conviennent. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé tout ça. Et d'ailleurs, quelques mois après que nous avons pris la décision officielle d'engager cette campagne, les éléments qui parviennent jusqu'à moi ne me permettent pas non plus de dire qu'ils approchent et qu'au pied du sapin de Noël, nous trouvons des choses qui seront plus évidentes, plus massives, plus politiques. Parce qu'en réalité, l'enjeu de l'élection présidentielle de 2017, plus que jamais, est un enjeu de civilisation. Ça n'est pas autre chose que ça. Ça n'est pas simplement un enjeu de gestion. C'est important la gestion. Alors j'entends beaucoup de choses sur est-ce qu'il faut privatiser Pôle emploi, est-ce qu'il faut vendre le parc de logements sociaux pour faire une nation de propriétaires, est-ce qu'il faut passer de 35 à 39 heures, est-ce qu'il faut, je ne sais pas, modifier je ne sais quel type de réglementation, est-ce qu'il faut accélérer la transition énergétique, est-ce qu'il faut fermer les centrales nucléaires, est-ce qu'il faut généraliser les lampes qui ne font pas de lumière, est-ce que c'est les lampes écolo, celles qui ne font pas de lumière, vous savez, c'est les lampes qui chauffent. C'est très important tout ça. Mais est-ce qu'on est au niveau de ce qu'il est nécessaire d'aborder dans le débat public pour redresser la France? Est-ce qu'on est convaincu du fait qu'il suffira de retrouver 2 points de PIB, 1 million de chômeurs en moins et un peu moins de dette publique pour que, du coup, la France redevienne prospère, rayonnante et que les Français soient heureux? Et je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Et je vais même vous dire le contraire. Je suis persuadé que dans la situation où nous sommes, où les socialistes vont nous laisser un pays dans un état que je n'ose même pas imaginer, je ne crois pas du tout que si nous engageons quelques réformes, si difficiles qu'elles soient, que l'on veut, si préalablement nous ne faisons pas 2 choses essentielles, c'est-à-dire d'un côté reconstituer un peuple qui n'existe plus comme peuple, et d'un autre côté redonner à l'État sa force régalienne, sa puissance de protection, on pourra faire tout ce qu'on veut. Ça ne servira à rien. Et pire, je pense que ça aggravera la situation. Parce qu'on aura répondu à ce qu'on croit être la première attente des Français, on leur demande que ça. Donc c'est normal qu'ils répondent oui, le chômage c'est important, on ne leur pose pas d'autres questions. Évidemment, ils ne vont pas inventer les réponses. Mais on peut être beaucoup plus riche et beaucoup plus malheureux. Il y a des exemples. Eh bien, je vais vous dire, je suis entré dans cette campagne primaire parce que je ne peux pas me résoudre à voir la France se diluer petit à petit, à voir son rayonnement international s'affaiblir sans cesse, à voir ses amis s'écarter d'elle un par un, y compris les très vieux amis, je pense aux orthodoxes syriens par exemple, que j'ai visité plusieurs fois,
Je ne parle même pas des Arméniens, ceux-là on les a abandonnés en 1919, c'était déjà une affaire entre les radicaux de gauche et les Anglais. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que, petit à petit, on s'accommode du fait que la France devienne une juxtaposition, une espèce de mosaïque de culture, un pays multiculturel, comme on dit. Je ne crois pas du tout que la France ait vocation à devenir un pays multiculturel, et je ne pense pas qu'elle le veuille. Et j'observe même qu'un certain nombre de socialistes ont fait eux-mêmes le deuil de cette ambition politique, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui réfléchissent, et ils voient bien que ça ne peut pas fonctionner. Alors, en faisant tous ces constats et en exprimant cette volonté, j'avais deux solutions. Comme je dis de temps en temps, la bonne est celle de l'école de l'air. Celle de l'école de l'air, ça consiste, j'espère qu'il n'y a pas de pilote dans la salle. Ça marche aussi avec Polytechnique, etc. Enfin, ça marche avec plein de choses. La première, c'était de faire business as usual, comme on dit, c'est-à-dire on va regarder ce qui se passe, on va attendre que les élections se déroulent, et puis on achètera encore une palette de Kleenex, et on pleurera encore pendant 5 ans, en se disant « Ah là là, quel dommage !» C'est pas de chance. C'est encore pas pour cette fois-ci. Et puis j'aurais sans doute nourri un regret éternel, comme on dit sur les couronnes de fleurs, et j'aurais surtout eu beaucoup de difficultés à expliquer à mes neveux et mes nièces et mes filleuls dans quelques années, mais qu'est-ce que vous avez fait vous pour que ça n'arrive pas? Alors je ne sais pas si la projection que j'ai faite tout à l'heure de la France se déroulera ou non. J'espère que non. Mais en tout cas, je ne veux pas laisser passer cette échéance qui est civilisationnelle, qui est extrêmement politique en réalité, beaucoup plus que de gestion. Je ne veux pas passer cette échéance qui est sans doute la dernière à partir de laquelle nous serons en mesure de réformer le pays à peu près pacifiquement. À peu près pacifiquement. Mais imaginez-vous quelques mois ou quelques années supplémentaires de socialisme. Je n'ose même pas imaginer ce que deviendrait notre pays. Et le pire, c'est que je sens dans les nombreuses réunions publiques que je tiens maintenant, ou dans les interventions, les réactions à ce que je peux dire dans la presse, il y a cette attente du peuple français, qui ne se résout pas non plus à disparaître comme de l'eau disparaît dans le sable, sans bruit et sans laisser de traces. Alors j'ai décidé d'être effectivement candidat à la primaire. Le Parti chrétien-démocrate a accepté cette idée de la désigner régulièrement. Les Républicains ont validé cette candidature. La question est pourquoi faire? Je vous le redis. Mon projet part d'un constat simple, celui des circonstances que j'ai décrites tout à l'heure, et qu'il faut stopper. Avec cette conviction que notre pays, qui est un État-nation, c'est son histoire, qui a été prospère tant que le peuple voyait clair sur sa culture commune, sur une histoire partagée, sur le sentiment d'un destin commun, faisait confiance pour transmettre, pour aider à transmettre cette culture, continuer à partager ce destin, à la force de l'État pour le protéger, était fier du fait que l'État prenait les moyens de propager un projet au-delà de nos frontières, alors de temps en temps avec beaucoup de débordements, de temps en temps avec beaucoup de succès, la plupart du temps d'ailleurs avec beaucoup de succès. Ce qui a fait la force de la France et sa prospérité, c'est qu'elle est un État-nation. À chaque fois qu'elle l'est, les Français sont heureux et la France est grande. À chaque fois qu'il oublie son peuple ou son État, nous sommes en crise. Aujourd'hui, nous avons oublié notre peuple et notre État et nous sommes en crise. Donc l'enjeu de la présidentielle est très simple. C'est pas de savoir si on met un point de TVA ou deux ou moins. C'est pas de savoir de combien faire diminuer la dette publique. Ni quel effet va avoir un point de croissance sur le nombre de demandeurs d'emploi. Encore une fois, c'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le traiter. Je dis que ce n'est pas le sujet de l'élection présidentielle. Le sujet de l'élection présidentielle, c'est une double question. Comment refait-on des Français un peuple? Comment redonne-t-on à l'État la force régalienne et sa puissance de protection? Le reste, c'est pas de la littérature, comme dit Verlaine,
Le reste, ce sera le problème du gouvernement, des Français, des partenaires sociaux, des élus locaux, des associations, des syndicats, des entreprises. Ce sont les Français qui le feront. Cette élection est civilisationnelle, elle est extrêmement politique, elle est le moment de réhabiliter et de remettre la décision politique au bon niveau d'intervention. Et je pense que sur ce point aussi, il y a une attente des Français. Je ne sais pas, moi, comment, à quel taux TVA il faut mettre les produits de consommation. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, j'en achète comme vous. Donc ça m'intéresse. Mais c'est une conséquence. C'est pas un principe politique. En revanche, replacer la famille au centre de toutes les politiques publiques, ça c'est une décision politique. Décider que le ministre de la Famille ne sera pas un ministre délégué du ministre des Affaires sociales, mais un ministre délégué auprès du Premier ministre, avec toutes les prérogatives pour regarder de manière transversale l'ensemble des décisions prises par les ministères pour savoir ce que ça fait sur la vie quotidienne des familles. Ça, c'est une décision politique. Le fait de se dire au fond, quand on parle de la famille et de la valeur de la vie humaine, on ne peut pas continuer à dire aux Français qu'ils sont une communauté solidaire tant qu'on continuera à afficher le fait que l'interruption volontaire d'une grossesse est le premier objectif des politiques de santé publique. C'est un sujet compliqué, je le sais. Il n'y a pas une famille en France qui n'est pas concernée par cette question, je le sais. Qui m'expliquera que ce n'est pas un drame humain? Qui m'expliquera que ce n'est pas une faillite collective? Qui m'expliquera qu'il va falloir continuer à ne pas regarder cette question parce que c'est trop difficile? Oui, c'est difficile. Et au contraire, est-ce qu'on ne peut pas collectivement afficher en face de ce drame national qu'on doit faire baisser le nombre d'avortements et que ça doit être un peu un objectif de santé publique? Ça, c'est quelque chose qui respecte à la fois la valeur de la vie humaine et le sens de l'accueil et la possibilité pour chacune d'entre nous de se sentir à l'aise dans ce corps social. De la même façon, j'ai voté contre la loi Claeys-Leonetti récemment parce qu'elle comporte des risques massifs de dérive euthanasique. Comment voulez-vous qu'un peuple ait confiance dans la société dans laquelle il vit lorsque plane cette menace que n'importe qui d'entre nous peut être un jour l'objet d'un acte médical qui soit attentatoire à sa vie? Comment voulez-vous qu'on ait confiance dans une société où c'est possible? Et donc la première des choses à faire pour retisser le tissu social, c'est évidemment de replacer la famille au centre des politiques publiques et de réaffirmer que la valeur de la vie humaine doit nous faire changer radicalement un certain nombre d'orientations massives et anciennes de nos politiques de santé publique. Ça, ce sera une mesure phare et un premier élément qu'il faut porter dans le débat public en vérité. Avant d'entamer mon deuxième point, j'accueille Madame le député Dominique Nachury, je remercie de sa présence. Tu peux venir jusqu'ici, Dominique, il y a des places devant, mais ça fait un peu de on peut la trouver. La conférence de Jean-René, j'avais promis que je passais le saluer, parce que tu viens très souvent dans cette circonscription qui est la mienne. Je n'ai pas toujours pu t'accueillir, malheureusement, je n'ai pas passé, donc je salue tous et je te souhaite une bonne poursuite de cette réunion. Merci. Et puis... Merci. Merci Dominique. Merci beaucoup. Allez. Reconstituer un peuple, c'est aussi lui redonner des moyens de comprendre que c'en est un. On a eu cet après-midi une séquence un peu surréaliste, comme souvent d'ailleurs aux questions d'actualité ces derniers temps, puisque Madame le ministre de l'Éducation nationale a décidé de donner une place absolument essentielle à quelques langues étrangères dans les écoles primaires.
Je ne parle d'anglais, je ne parle pas de l'anglais, de l'espagnol ou de l'allemand, je vous parle de l'arabe, du chinois, du turc et d'un certain nombre de langues de cette nature. Bon, sans commentaire, ça n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, sauf que je ne sais pas comment on peut considérer un peuple comme tel sans que deux conditions soient remplies. La première, c'est que nous parlions la même langue. Pas le novlangue, pas une espèce de truc, comment dire, ni SMS, ni anglo, je sais pas quoi, non. La langue française. C'est-à-dire celle que nous avons, pour beaucoup d'entre nous, apprise à l'école, quand on n'apprenait que ça d'ailleurs, et que on devait l'apprendre à un point tel que si on n'était pas bon dans la langue française, ben on ne passait pas les échelons à l'école primaire. On pouvait être pas bon en maths, pas bon en géo, pas bon en bio, pas bon en tout ce que vous voulez. Si on n'était pas bon en français, l'école primaire, c'était difficile de passer les niveaux, parce qu'il y avait au moins une conviction partagée à l'époque, c'est que vivre en société sans parler la langue de celui qui est à côté de vous, c'est affreusement compliqué. Affreusement compliqué. C'est même vrai dans les monastères. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas envie d'y vivre, hein, mais... Et la deuxième condition, c'est bien sûr que nous ayons une histoire, d'abord partagée, deuxièmement, qui soit respectueuse de la réalité historique de la France, pas une histoire inventée pour justifier tous les discours haineux ou irrespectueux à l'égard de notre propre pays. Et nous avons entendu cet après-midi, là encore, c'était sa deuxième intervention, c'était un festival aujourd'hui, à nouveau, Madame le ministre de l'Éducation nationale, qui nous a mis en garde sur le fait qu'à aucun prix, l'enseignement de l'histoire ne devait être fondé sur une lecture idéologique du cours des événements, mais bien sur la réalité vécue, etc. Bravo. Si vous commenciez aujourd'hui, ça pourrait vous être utile à tous. Mais moi je comprends très bien que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui considèrent qu'ils n'aiment pas la France, qui est un pays raciste, sexiste, colonialiste, antisémite, xénophobe, etc. Mais j'aime pas ce pays-là non plus, moi. Mais c'est pas la France. Ça tombe bien. La France, c'est pas ça. Et j'assume parfaitement l'intégralité de l'histoire de mon pays, avec ses moments de lumière, et il y en a eu tant. Avec ses moments d'ombre, il y en a eu trop. Mais enfin, quand même, nous sommes héritiers de ce passé, même si nous avons le droit de ne pas en être complètement solidaires. Et il y a plein d'adages qui nous renseignent sur le fait que celui qui ne connaît pas son passé se condamne à le revivre. Enfin, il y a des formules comme ça qui sont un peu toutes faites, mais qui disent bien ce qu'elles veulent dire. Faire une communauté, ça veut dire partager bien sûr un projet et une espérance, que ça veut dire aussi être capable de se dire quelles sont les racines que nous partageons, pourquoi nous les partageons, ce dont nous devons être fiers et que nous devons transmettre, et ce avec quoi nous devons prendre des distances en l'expliquant pour ne pas que les générations futures recommencent. C'est ça l'enseignement de l'histoire. Mais évidemment, l'histoire enseignée à la mode moderne, j'aurais pu dire un autre mot, mais je suis encore de bonne humeur, donc... Mais qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est pas l'histoire de France. Deuxièmement, c'est une histoire dans laquelle on fait de la thématique, on ne replace pas les personnes au centre des événements historiques. Donc on a affaire à une espèce d'abstraction de lecture du temps. C'est dépersonnalisé au possible. Ça ne peut pas renseigner sur ce qui est à imiter ou ce qui est, encore une fois, à critiquer. Et puis troisièmement, alors on enseigne des réalités historiques tout à fait intéressantes. Je vous invite à lire les considérations sur le royaume du Monomotapa en classe de 5e. Vous ne savez pas où c'est, avant de regarder, je ne savais pas non plus. Donc c'est au centre du Mali. Et on apprend l'histoire du Mali en classe de 5e, c'est intéressant, j'ai rien contre l'histoire du Mali, j'ai beaucoup d'amitié bien sûr pour les Maliens, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a un temps pour tout, non? Expliquez-moi en quoi les petits Français qui apprennent l'histoire du Mali vont se retrouver plus à l'aise dans la communauté française. Car il s'agit bien de la communauté française, il ne s'agit pas d'une juxtaposition et d'une mosaïque de communautés dans laquelle chacun est capable de jouer sa propre partition. Ça, c'est pas la France. Donc, je veux bien qu'il y ait des réformes d'éducation dans tous les sens, qu'on reprenne tout du haut jusqu'en bas, qu'on reprenne les murs, le plafond, les plaintes. Oui.
On va commencer par le commencement. Langue française, enseignement de l'histoire. Quand on aura fait ça, je vous assure qu'on verra déjà beaucoup plus clair. Et je vais vous dire, les enseignants sont d'accord. Les syndicats ne sont pas d'accord. L'inspection générale de l'éducation nationale n'est pas d'accord. Le Conseil supérieur des programmes, parce qu'il y a des tas de machins là-haut qui ne sont pas d'accord avec tout ça, mais ceux qui enseignent dans les classes, la plupart d'entre eux attendent ça. Alors, il faudra réfléchir pour de vrai à la manière dont on traite l'inspection générale d'éducation nationale. Et je vous le dis d'autant plus librement que j'ai signé moi-même il y a quelques années, dans la réforme Payon, avec quelques collègues, un amendement dans lequel il était écrit qu'il faut supprimer l'inspection générale d'éducation nationale. Parce que c'est une police politique. La troisième chose qu'il faudra traiter, c'est la question de l'accès des jeunes générations à l'autonomie et à l'âge adulte. Je vais vous donner simplement une donnée statistique qui résume assez bien la situation de notre pays. L'âge moyen auquel aujourd'hui nos jeunes signent un contrat à durée indéterminée est désormais de 27 ans, pour la première fois. 27 ans. Alors un contrat à durée indéterminée, dans le monde Kleenex où nous sommes et qui affecte même les entreprises, c'est parfois moins protecteur qu'un contrat à durée déterminée. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Tous ceux qui ont fait un peu de droit social le savent. Néanmoins, est attaché à un contrat à durée indéterminée la possibilité de signer un bail locatif, de contracter un prêt à la banque, de trouver une domiciliation, et puis tout simplement de construire sa vie. C'est pas tant point de bancaire, il ne peut pas y avoir de construction autonome et libre d'une personne si elle n'a pas les moyens de cette construction. Donc alors, personne ne veut ça. Mais à force de dire que personne ne le veut, c'est comme si finalement tout le monde le voulait. Nous entretenons les jeunes générations dans une situation, un état de dépendance à l'égard des générations antérieures qui est injurieux pour leur propre liberté et qui ne leur permet pas de démarrer dans l'existence avec de bonnes conditions. Alors il y a des tas de mesures à prendre, elles sont techniques sur l'apprentissage ou l'alternance, elles sont budgétaires quand il faut soutenir les programmes de formation, elles visent à, pour revenir sur le champ éducatif, à assumer le fait qu'il n'y a pas deux élèves qui ont le même talent et que c'est pas parce que vous êtes dans une génération que nécessairement vous irez jusqu'au baccalauréat parce que tu auras ton bac, mon fils. Oui, il y a plein de trucs à faire comme ça, mais plus généralement. Je suis quand même surpris d'entendre la génération des 23, 24, 30 ans qui trouve, paraît-il, plus facilement un client qu'un employeur. C'est d'ailleurs assez souvent vrai. Pour certains d'entre eux, quand j'entends un ancien Premier ministre candidat au primaire récent expliquer que dans la France de demain, il y aura 1 million d'auto-entrepreneurs qui ne seront plus salariés parce qu'ils créeront eux-mêmes leur emploi solvable, je me dis une seule chose, s'il y avait en France 1 million de personnes capables de créer et de solvabiliser leur emploi, je vous garantis que ça se saurait. Et qui se serait fait connaître. D'ailleurs, ils n'auraient pas attendu. Non, c'est difficile de créer son emploi. C'est très difficile, tout le monde n'a pas les moyens de ne pas être salarié. Donc de la même façon, ces jeunes qui ont parfois l'illusion du fait qu'ils auront une activité professionnelle facile parce qu'ils se mettent à déployer une activité, d'ailleurs il y a tellement d'énergie, ils donnent tout ce qu'ils ont, ils y passent 20 heures par jour, enfin d'une certaine façon c'est l'âge. Très bien, j'ai rien à dire à ça. Qu'il y a un tel déploiement de talent et d'énergie, ça me va très bien. Mais il va falloir quand même un jour se redire et leur redire que dans le système qui est le leur, où ils veulent plus de rémunération et pas payer d'impôts, si je la fais rapide, comment leur en vouloir de ça? Qui n'est pas d'accord avec ça dans cette salle? Le fait qu'ils déconnectent complètement le salaire ou la rémunération qu'ils touchent de toute forme de cotisation et de financement de la protection sociale me conduit à leur dire « faites brûler des cierges pour ne pas vous casser la jambe ». Parce que la journée d'hospitalisation à 2 800 € en moyenne, ça va vous faire mal quand vous allez... Pourquoi je dis ça?
Parce que ce qui manque le plus à la jeunesse de notre pays aujourd'hui, en règle générale bien sûr, c'est justement un sentiment d'appartenance à la communauté. Ils appartiennent à des groupes très identifiés, très solides sur le plan de la cohésion intellectuelle, culturelle, sociologique, parfois tout à la fois. Mais ils ne se sentent pas partie prenante d'un projet qui est plus vaste qu'eux, parce qu'on leur a mal transmis, parce qu'on ne leur a pas dit ce que ça voulait dire, appartenir à tout cela, et parce que les générations d'avant ont renoncé à transmettre notre héritage national, dans lequel il y a ce fameux modèle social dit à la française, qui veut que, même si ça nous coûte cher, et même plus que cher, et beaucoup trop cher, en réalité, il y a un partage solidaire des ressources pour faire en sorte que les plus fragiles soient aidés quand ils en ont besoin, quelle que soit la cause de la fragilité. Il faut donc replacer les générations qui arrivent dans le sens de l'appartenance à la communauté. Mais il faut le faire dans un sens qui soit à la fois bénéfique pour eux et bénéfique pour le corps social. C'est la raison pour laquelle je propose le rétablissement du service national universel et obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais partie d'une génération qui a fait son service militaire. J'en ai été absolument ravi. 12 mois formidables, les responsabilités. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Je sais bien que de temps en temps, on a pu s'ennuyer fermement avec un semblant d'uniforme sur le dos. J'en suis conscient. Ce service national, il était militaire à l'époque, sauf exception, avait plusieurs vertus. D'abord, il nous donnait la possibilité d'être au contact de toute la diversité du peuple français. Et Dieu sait qu'elle est grande. Deuxièmement, elle nous donnait l'occasion d'apprendre la vie collective et les contraintes de la vie collective. Et le poids des actes individuels sur le sort du groupe. Vous savez, c'était le grand débat, y a-t-il des sanctions collectives ou pas? On va discuter de ça pendant des heures dans tous les dortoirs armés, surtout les appelés d'ailleurs, parce que pour ceux qui étaient actifs, c'était réglé depuis longtemps. Mais c'est là qu'on voit l'impact d'une décision personnelle dans la vie d'un groupe. On apprenait la discipline. C'est devenu un gros mot, mais je vous assure que ça fait partie maintenant des critères de recrutement qui sont parmi les plus mis en avant par les entreprises de France et de Navarre. Et puis on y apprenait pour beaucoup un métier, où on y découvrait une vocation ou un métier.